Donc, je suis chercheur à l'INRIA et donc en sciences et technologies du numérique. Avec mes collègues chercheurs chez INRIA, on a déjà débattu de ce terme ville intelligente. L'intelligence est avant tout l'intelligence apportée par la personne et l'humain et l'habitant dans sa ville. Donc on préfère parler de ville connectée, voire de ville numérique pour aller au-delà des technologies de la communication, pour montrer que la personne, l'humain, peut éventuellement s'impliquer encore plus, être connecté encore plus, sans pour autant se voir en physique. Et donc c'est pour ça que la ville intelligente peut avoir une connotation, c'est pas l'intelligence liée au numérique, mais il faut avant tout parler, je pense, de ville connectée pour amplifier le rôle du citoyen et la connaissance que peut apporter et que peut avoir le citoyen au sujet de la ville. La démocratie participative est une forme d'exercice et de partage du pouvoir où le citoyen est impliqué dans les prises de décision au niveau politique. Donc ce qui est important de voir, c'est que la démocratie participative fait suite au questionnement de la démocratie représentative, qui est essentiellement la forme de démocratie que l'on connaît à l'heure actuelle. Et ce questionnement de la démocratie représentative fait suite à la professionnalisation du politique et parfois éventuellement à une trop grande écoute de l'expert. Donc je ne veux pas du tout questionner l'expert, je suis a priori moi-même une, mais il est aussi important de donner la parole aux citoyens et de permettre à ce citoyen de s'exprimer et de prendre part dans les décisions qui sont prises. Et en fait, on a différents degrés de participation. Au niveau le plus faible, on trouve la consultation. Donc dans ce cas-là, on va consulter le citoyen. On a un niveau plus élevé, la concertation. Et donc là, c'est de poser des questions au citoyen et de lui permettre de répondre et de proposer. Et au niveau le plus élevé, qui est vraiment une forme de démocratie participative, c'est la co-construction ou co-conception, co-création, où le citoyen sera force de proposition et de décision. Grâce au numérique, et en particulier Internet, les réseaux sociaux, etc., on peut toucher un plus grand nombre de personnes. Les personnes peuvent être éventuellement plus disponibles que de devoir aller, par exemple, à une réunion de consultation. Typiquement, avoir accès à un site web qui permettra de proposer des idées aux citoyens, voire de collecter des idées des citoyens, est une forme numérique qui permet d'accroître la participation citoyenne. La co-conception et la co-construction doivent faire appel largement au numérique, puisqu'il s'agit de faciliter la création de propositions, le vote sur des propositions, l'élaboration de propositions via le numérique. Si on veut mettre en œuvre des processus de co-décision, co-création à l'échelle de l'Internet, évidemment, c'est ce qui permet d'avoir une plus grande participation, une plus large participation. Il ne faut pas négliger les problèmes ou les défis que cela pose pour les technologies, puisque c'est loin d'être facile. Comment est-ce qu'on peut avoir une grande population qui s'implique? Comment l'engager? Comment l'écouter? Comment la faire participer? Comment analyser ses contributions? Je suis tout à fait consciente des problèmes qui se posent au-delà des défis pour nos technologies et nos sciences, et notre science, qui est lié à la fracture numérique, qui est un sujet important, puisque tout le monde n'a pas accès à Internet. Tout le monde n'utilise pas ou n'est pas connecté aux réseaux sociaux, puisque c'est avant tout lié à des décisions politiques, à une volonté politique de faire en sorte que le plus grand nombre ait accès à Internet et qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle des zones blanches en particulier. Après, pour ce qui est de l'usage, parce que souvent on dit qu'il y a un problème générationnel, tout le monde ne va pas accéder, va pas utiliser les outils de l'Internet ou les outils de communication. J'ai tendance à penser, je suis peut-être probablement biaisée, mais j'ai tendance à penser quand on voit les enfants, comment ils utilisent les technologies, ou même nos grands-parents, comment ils peuvent devenir familiers avec les technologies, et on le voit notamment avec tout ce qui est smartphone, il y a déjà eu beaucoup de progrès en termes d'usage qui facilitent les usages, les interfaces sont devenues assez naturelles. Donc même s'il y a encore beaucoup de choses à faire en termes d'engagement, pour qu'il y ait un engagement du plus grand nombre pour tout ce qui concerne le civisme ou les considérations démocratiques, la fracture numérique de ce point de vue-là, je ne suis pas certaine qu'il y ait un vrai problème. En revanche, oui, il faut que tout le monde ait un accès à Internet et les moyens d'avoir accès à Internet.
Ça peut être un problème, mais c'est plus un problème politique qu'un problème technologique. La ville est un environnement où on peut collecter énormément d'informations, de données, et agréger ces données pour acquérir de nouvelles connaissances au sujet de la ville. Le citoyen va être force de contribution en contribuant avec des données au sujet de la ville, des nouvelles informations, donc la collecte de nouvelles informations au sujet de la ville, et en retour, ce que l'on peut attendre des pouvoirs publics au niveau de la mairie ou des acteurs politiques de la ville, c'est de répondre aux citoyens par rapport, par exemple, si le citoyen a soulevé des nouvelles questions ou des nouveaux problèmes au niveau de sa ville, en échange, il y aura une action qui sera menée pour répondre à ces problèmes. Et on s'est posé la question plus spécifiquement à comment mieux comprendre les expositions aux pollutions environnementales, donc notamment les pollutions atmosphériques, mais aussi les pollutions sonores. Comment est-ce que le citoyen pouvait contribuer à obtenir une meilleure information sur ces expositions aux pollutions environnementales? En échange, le citoyen pouvait avoir une meilleure connaissance de l'effet de ces expositions individuelles, et aussi donc le politique pouvait de son côté avoir une meilleure connaissance de l'exposition de la population dans son ensemble aux pollutions environnementales. Donc ça paraît être un sujet très simple. On a déjà accès à des informations, à des cartes de qualité de l'air, etc. Mais ça devient difficile, enfin ça devient compliqué si on veut avoir une information au plus près de la personne, c'est-à-dire individuellement, comment est-ce qu'on est exposé au cours de la journée à la pollution sonore, à une mauvaise ou à une bonne qualité de l'air, et pour après en dériver des cartes de précision donc au niveau de la rue. Donc si je vais prendre le cas de la pollution sonore, puisque avec un téléphone, il ne s'agit pas d'écouter la personne, mais avec un téléphone, on est capable d'avoir une information sur l'exposition aux pollutions sonores, donc le niveau des décibels A auquel on est exposé en tant qu'individu. Donc ça, l'individu, comme ça, saura son exposition individuelle, et il peut éventuellement contribuer avec cette information. Donc cette information peut être collectée au niveau d'un serveur, qui nous permet d'agréger ces données pour avoir une meilleure cartographie, enfin contribuer à améliorer notre cartographie de la pollution sonore dans la ville au cours du temps, heure par heure, et donc heure par heure au cours des différents jours de la semaine, etc. On a donc travaillé à développer une nouvelle application et une plateforme qui permettait de faire le suivi comme ça des expositions, donc à commencer par la pollution sonore. Tout l'intérêt de ça, c'est qu'on va savoir comment on est exposé à la pollution sonore, quel est éventuellement l'incidence sur la santé, puisqu'il ne faut pas trop d'exposition élevée au cours de la journée. Et encore une fois, le politique saura dans la ville les endroits où éventuellement il faut prendre des mesures. Donc voilà, donc ça c'est pour l'application telle qu'elle est exposée aux citoyens, telle que le citoyen peut lui-même s'impliquer dans la connaissance de sa ville. Et pour nous, chercheurs, c'est super fascinant parce que ça pose plein de problèmes. Donc les problèmes, c'est de collecter de la donnée au niveau individuel, c'est de pouvoir agréger ces données. C'est après comment engager le citoyen, parce qu'on peut se dire oui, on va savoir, la personne va savoir son exposition, donc a priori elle devrait être contente d'avoir cette information. Mais en fait, bon, s'en soucie pas forcément, et donc au début, comme avec toutes les applications, et maintenant comme on a beaucoup d'apps, les personnes ne s'appliquent pas forcément, vont pas forcément utiliser beaucoup l'application. On veut donner les moyens aux personnes de s'engager. On peut développer les technologies pour que les personnes s'engagent, mais au final, les personnes ne vont pas avoir le temps, vont avoir d'autres choses à faire. Donc c'est comment développer des usages en lien avec ces technologies pour que la participation soit plus simple, éventuellement plus ludique. Et c'est pour ça que souvent on fait appel à des technologies issues du jeu pour favoriser l'engagement. Et donc en fait, on est arrivé à un problème assez techniquement dur et très simple, enfin un problème évident qui est que pour que les gens s'impliquent, il faut qu'ils puissent utiliser le service de communication qui est le plus naturel. Donc il y en a certains, ils vont vouloir utiliser le mail, ils vont vouloir suivre par le mail, d'autres vont utiliser Facebook. Et malheureusement, ou de manière assez simple, souvent
les plateformes mettent en avant un service de communication unique. Alors, ça peut être un service de communication qui s'appuie sur un réseau social éventuellement dominant, ou ça peut être un service de communication lié à la plateforme, par exemple pour le budget participatif. Et donc nous, ça nous a conduit dans nos recherches, parce qu'encore une fois, on s'intéresse aux systèmes distribués qui s'appuient sur des technologies hétérogènes, à se dire, mais pourquoi ne pas exploiter ces recherches en termes d'interopérabilité, donc ça c'est le terme technique, pour offrir un réseau social universel, c'est-à-dire à permettre à tout un chacun de s'impliquer en utilisant le service de communication qu'il a l'habitude et qu'il veut utiliser, et donc ne pas obliger une personne à devenir un utilisateur d'un réseau social bien connu, et qui puisse le faire avec un réseau social éventuellement d'usage plus limité, ou voire le simple email. Et donc c'est le genre de recherche auquel on s'intéresse, en espérant que ça contribue à, encore une fois, à faciliter la contribution du citoyen dans la vie de sa ville et dans la connaissance de sa ville. Je dirais, comme je l'ai évoqué, si tout ce qui relève du secteur privé se développe à vitesse grand V, même, je dirais, je pense que tout ce qui relève du secteur public mérite d'être boosté, enfin oui, doit être vraiment boosté. Donc, ce qui relève de la santé publique, par exemple, donc j'ai évoqué tout à l'heure les travaux de recherche que l'on fait autour des expositions individuelles et collectives aux pollutions environnementales. Donc en allant encore plus loin dans ce genre dans ce type de connaissances sur la ville, donc pour les pollutions, mais tout ce qui relève de la santé publique, on peut vraiment apporter des éléments de réponse à comment doit évoluer notre ville pour une meilleure qualité de vie et pour protéger les plus anciens, les plus jeunes, etc. Un autre sujet important qui va probablement au-delà de la question de la ville intelligente, mais ou de la ville connectée, mais qui en relève quand même, hein, c'est tout ce qui concerne l'éducation. La ville intelligente, ou plutôt on en a déjà parlé, tout ce qui est ville numérique, ville connectée, s'appuie sur l'imprégnation du numérique, utiliser le numérique pour le meilleur, for the social good, comme on pourrait dire en anglais. Et donc ça veut dire que dès le plus jeune âge, on doit pouvoir maîtriser les codes du numérique, le langage du numérique. Il est difficile maintenant de faire abstraction que le numérique nous imprègne partout. Il me semble essentiel d'éduquer les plus jeunes au numérique pour qu'ils puissent l'utiliser toujours pour le social good tout au long de leur vie, pour eux et pour les autres. Donc j'ai évoqué tout à l'heure les problèmes de respect de la vie privée. Il est important de comprendre ce que peut apporter le numérique pour soi, mais aussi ce qu'il peut apporter aussi contre soi. Donc on parle toujours qu'il faut des solutions au respect de la vie privée, la technologie doit répondre à cette question. Le respect de la vie privée, c'est aussi comprendre ce que l'on expose sur soi et de se limiter dans cette exposition. Donc oui, encore une fois, les défis pour la ville numérique ou pour la société, dès lors que l'on parle du numérique, c'est de booster tout ce qui relève du secteur public. Donc oui, la métropole, pour moi, ce sont des très grands centres urbains. C'est pas forcément un centre-ville unique, ça peut être, on entend parler ou évoquer des réseaux de centres-villes, mais ce sont des lieux d'échange où on a accès à une connaissance et de rencontre, parce que si je m'intéresse, moi, de par mon sujet de recherche, à la ville connectée, donc qui fait usage du numérique, c'est certainement pas pour le mettre en opposition à la rencontre des gens, c'est plutôt pour faciliter la rencontre, l'échange, pour que les gens au final se rencontrent physiquement et puissent s'apprécier et à boire un coup ensemble, aller au restaurant ensemble. Et ça, la métropole doit favoriser ça.
Donc pour cette dernière question, enfin pour répondre à cette dernière question, je vais me référer à la première question sur la démocratie participative, où j'ai dit qu'il était essentiel que le plus grand nombre puisse s'exprimer, être force de proposition et de décision. J'ai aussi évoqué que même si le numérique est plein de promesses, c'est difficile pour tout à chacun de s'impliquer, de s'engager, d'avoir le temps de participer, etc. Et donc c'est en ce sens que la société civile ou des instances ont un rôle à jouer pour représenter effectivement la société civile, la population dans sa plus grande diversité, pour au moins être à l'écoute des sensibilités de tous, culturelles, socio-économiques, etc., etc. Donc je vais prendre l'exemple, encore une fois, de l'application Ambicity sur les expositions pollution environnementale, parce que c'est l'application qui est un de de nos objets de recherche. Et donc, comme je l'ai dit, il y a cette application qui est à disposition de tout à chacun pour suivre les expositions aux pollutions. Et donc, on a voulu comprendre comment les usagers s'appropriaient ce genre d'application, qu'est-ce qu'ils en attendaient, est-ce qu'ils l'utilisaient comme nous, on avait pensé. Ici, c'était de collecter des informations sur la pollution environnementale et d'agréger la donnée, et en retour de donner l'information des expositions. Et donc, on a développé une application, des technologies pour répondre à ce besoin. Et en fait, les personnes utilisent certaines pour ce besoin-là, mais d'autres l'utilisent pour des choses complètement différentes. Nous, c'était bon par rapport à la santé. Et en fait, on a rencontré un usager qui, lui, joue de la musique dans son appartement. Il a beaucoup de considération pour ses voisins et en fait, il utilise l'application pour s'assurer que le niveau sonore qu'il génère en jouant de l'instrument de musique ne fait pas trop de bruit et ne va pas embêter ses voisins. Donc ça, c'est une des utilisations. Donc c'est plein de choses comme ça assez intéressantes que oui, les personnes s'approprient ces nouvelles technologies et qui vont générer de nouveaux usages et qui vont informer après notre recherche parce que ça pose des nouveaux problèmes pour nous. Et donc, donc on est content d'apporter des réponses à ces personnes et on est aussi content en tant que chercheur parce qu'on a des nouveaux problèmes à regarder et on est toujours content d'avoir des problèmes.